Sunday Night Production. Vous vous demandez si ça vaut le coup de regarder Sky Rojo, la série du créateur de la Casa de Papel, ou au contraire, vous l'avez vu et souhaitez en connaître les coulisses, les petites infos qui feront mouche pour votre prochain dîner entre amis, eh bien restez avec nous, on va tout vous dire et durant le cliffhanger, vous connaîtrez notre verdict. Faut-il regarder Sky Rojo ? Bienvenue dans l'épisode 1, ce nouveau podcast entièrement consacré aux séries. Je m'appelle Aurélien Rapatel et je suis là avec mon équipe de serial killers pour vous éclairer sur cet univers sans fin. Que vous soyez un grand fan de séries ou au contraire un amateur, que vous souhaitiez tout savoir sur leurs coulisses ou que vous n'ayez tout simplement pas le temps de tout regarder, eh bien ce podcast est fait pour vous. On va décortiquer les séries, les analyser, vous donner nos avis précis. Vous ressortirez de ce podcast en étant un véritable expert. Peut-être aussi expert que nos serial killers qui m'accompagnent et que je vous présente tout de suite. La première serial killeuse est une productrice qui, si elle était un personnage de Sky Rojo, serait nul autre que le proxénète, c'est Elsa Morel. Ouais, j'aime bien l'argent et j'aime bien les putes. Voilà. Ça balance. Ok, très bien. Ça La commence bien. violence. Notre second serial killer est un producteur artistique de télévision à qui on aura beau dire fais pas ci, fais pas ça, il le fera quand même, c'est Florian Guillot. Et j'aime bien l'argent et j'aime bien. Non, voilà. À chaque fois. Juste l'argent, c'est Juste bien l'argent, déjà. c'est bien. Il est vénal. Et finalement, comme la prostitution. Bon, on continue. Finalement, retrouvons une serial killeuse attachée de presse qui, je vous le disais la semaine dernière, veut qu'on fasse une série sur elle. Et bien qu'elle ne s'inquiète pas, ils ont prévu de faire un spin-off d'American Horror Story. C'était Marcel Varelli. Je trouve que ça me correspond bien, j'adore American Horror Story et je veux que ce soit Emma Roberts qui joue mon rôle. Non, moi je vois plutôt le monstre de la saison Pourquoi 1. tout de suite t'es là à mettre une mauvaise ambiance, vous rigolez bien, Elsa parle Mais de non. pute, Oui, j'avoue, Florian, c'est vrai que Parle cet d'argent. épisode commence sur les chapeaux d'eau, mais c'est parce qu'on enchaîne pour une fois, on enchaîne 2 semaines consécutives, même 3. La semaine prochaine, il y aura C'est aussi vrai. un épisode, vous allez voir. incroyable ce qui se passe. C'est un petit peu foufou et c'est pour ça qu'on est très en forme. Mais aujourd'hui, c'est donc Sky Rojo, la série Netflix que Ah, nous tu l'as allons. bien dit là. Là, ouais, Ouais. des fois je le dirais bien, des Ouais, fois non, d'accord. c'est pour entraîner votre espagnol. C'est donc cette série Team LV2. qui est disponible depuis 2 jours sur Netflix, qui a été créée par Alex Pina et Esther Martinez-Lobato, qu'on va décortiquer. Ce sont donc aussi les créateurs de la Casa de Papel. Mais avant, justement, qu'on s'y intéresse, je sais que vous êtes impatients de nous donner des avis, mais on va d'abord faire le tour d'horizon de l'actualité des séries à travers le monde. Vous savez que dans l'univers des séries, tout va très vite. Alors, annulation, reconduction, casting, tournage, info exclusive, vous allez tout savoir grâce à Emma Salvarelli, qui va vous présenter le journal des séries que l'on surnomme l'Unagi News. Unagi est une sorte d'état de totale conscience des choses. Bonjour à tous, parlons peu mais parlons bien. La première news de cette Unagi News, c'est la suite de Bronx. Le polar marseillais sorti en 2020 avait cartonné pendant le premier confinement sur Netflix. C'est pourquoi Olivier Marchal prépare une suite sous la forme d'une série. Les suites, on adore les suites. C'est pourquoi Better Call Saul a décidé d'ouvrir sa 6e et dernière saison. En effet, le dernier chapitre des aventures de Saul commencera incessamment sous peu. En tout cas, le tournage a commencé. Je sais qu'ici, nous avons des fans de The Boys, moi aussi depuis Oui. peu, Florian et Oui. Aurélien. Alors vous serez ravis d'apprendre que le spin-off va de l'avant et on dévoile son premier casting avec l'actrice Jazz Sinclair de Sabrina et aussi Liz Broadway de The Rookie. Ce sont les premiers noms signés au casting de la série dérivée. Voilà des noms qui feront sonner une douce musique pour les fans de Lost. Gigi Abrams va de nouveau collaborer avec Josh Holloway pour une nouvelle série dramatique qui s'appelle Duster. Est-ce que ça va être aussi réussi que le final de Lost ? La question est posée. Eh ben oui. Déjà, je tiens à préciser que j'étais très contente de CNews parce que j'avais que des noms faciles à prononcer. C'est vrai que Pour t'as pas une trop fois. bugué. Merci. Liz Broadway, Gigi Abrams, ça va, c'est Ça pas va, compliqué. Est-ce que vous voulez réagir sur quelques news, Elsa et Florian ? Bah, The Boys, on est très content. Je crois que c'est effectivement un préquel sur ce qui s'est passé avant ce qu'on a pu voir dans les 2 premières saisons de The Boys. Et on attend la saison 3 aussi avec grande impatience. Je sais plus si c'est ça. cet été ou à la rentrée de septembre, mais ça va arriver là courant 2021. C'est ouais, entre juillet et septembre pour la saison 3 avec je crois que c'était le nom, c'était l'orgie de super-héros. Ah oui, c'est ça. tu nous l'avais Ouais, annoncé lors d'un exact. précédent Unagi News. Tout à fait. Bon, on a hâte de voir ça. Est-ce que ce spin-off, ça va pas tirer un peu trop la corde de The Boys ou
on va toujours aimer autant. Moi, je pense que j'aimerais bien voir en tout cas ce que ça va donner parce que déjà, la saison 2, pour ceux qui ont vu, ça nous apprend beaucoup sur les origines. Mais alors là, si en plus on a des infos, moi j'aime Si beaucoup. en plus on a les origines des origines, C'est plutôt pas mal, hein. C'est pas mal, Je vais Elsa. peut-être m'y mettre, moi, The Boys, là, parce que je vous entends. Et du coup, voilà. En tant que proxénète, tu devrais apprécier, Ah ouais. je pense. Il y a des choses qui vont t'intéresser, je pense. Voilà. Non, pas de réaction sur les autres news. Si, quand même, Elsa. Josh Holloway et J.J. Abrams, ça a hâte de voir ce qu'ils font depuis Lost. On Hâte verra. de voir cette formation, Ouais. cette nouvelle série qui s'appellera donc Duster, c'est ça. Ouais. Ça. Très bien, maintenant il est temps de rentrer un peu dans le vif du sujet avec notre analyse et critique de Skyroho. Il est donc l'heure de passer. Et c'est Florian Guillot qui va lancer les hostilités en nous parlant des origines de Skyroho. J'ai pas réussi là. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça allait, les origines de Flo. Aurélien l'a dit, Sky Rojo. Ah, moi non plus, j'y arrive Non, pas. ça Sky va. Rojo est une série télévisée espagnole d'action et de crime qui a été créée par Alex Pina et Esther Martinez Lobato. La série suit 3 prostituées qui fuient leur proxénète. Voilà, il n'y a rien de plus simple pour la résumer. Si, à part peut-être le seul plan des héroïnes, leur seul objectif, c'est rester en vie 5 minutes de plus. L'ambition de la série, c'est de montrer l'impunité, l'ambiguïté et la réalité brutale de la prostitution, ainsi que les portraits psychologiques de ceux qui se retrouvent des deux côtés de ce business. Pina et Martinez Lobato ont décrit la série comme un pulp latin. Mais alors vous me direz, qu'est-ce qu'un pulp ? Qu'est-ce qu'un pulp ? Qu'est-ce qu'un pulp ? Bah alors qu'est-ce qu'un pulp ? Ça vient C'est des... le son de comédie joué par. Ça vient des pulp magazines, souvent appelés simplement pulp. Donc ce sont des magazines de fiction bon marché, avec des histoires souvent macabres, sensationnelles, c'est vraiment même du sensationnalisme, dans le sens un peu putassier du terme, avec une violence graphique et des dialogues incisifs. Ça a été publié de 1896 à la fin des années 50. Le terme pulp, ça provient justement de ce papier bon marché à base de pâte de bois, qui en anglais se dit wood pulp, sur lequel les magazines étaient imprimés. C'était donc des publications peu coûteuses et d'une qualité matérielle médiocre, mais très populaires car justement pas très chères. Les pulps ensuite ont commencé à moins se vendre à partir du moment où ça a été concurrencé par les comics, la télévision, les romans, donc dans les années 50. Et les pulps, ça a justement donné naissance à l'expression pulp fiction. Peut-être que ça vous dit quelque chose, c'est le nom Oh d'un non, film. rien du tout, hein. Alors là, je vois pas de quoi tu Parce parles. que justement, une pulp fiction, comme les histoires qui y sont racontées sont souvent jugées violentes, étranges, décadentes, et ben Tarantino a décidé de leur rendre hommage en nommant son film de 94 comme ça. Donc si en regardant Sky Rojo, vous voyez des similitudes avec le style de Tarantino, c'est normal, parce qu'ils ont les mêmes origines, ou au moins les mêmes références. Pour finir rapidement sur les pulps, avec une autre référence que vous connaissez, les pulps ont elles-mêmes succédé aux Penny Dreadful. Les Penny Dreadful, c'était exactement la même chose, avec des histoires surnaturelles ou détectives ou de criminels, mais au Royaume-Uni. Et on retrouve bien cette idée d'une publication peu chère dans le titre, puisque Penny Dreadful veut justement dire qu'on achetait un exemplaire, un penny. Donc là aussi, tout comme pour Tarantino, on voit d'où cette série Penny Dreadful tire son origine. Si on revient rapidement sur Sky Rojo, maintenant qu'on a compris ce que c'était qu'un pulp, si on parle de la forme, les épisodes vont donc être construits en 25 minutes, car il voulait que Sky Rojo présente la même action frénétique que d'habitude, mais utiliser cette durée de 25 minutes permettait de souligner la nature dynamique de l'intrigue, la fuite, la course à la survie. Le troisième acte d'un film ou d'un épisode de série d'ailleurs est toujours celui où toute l'énergie converge pour produire l'explosion la plus vibrante de tous les conflits qui sont racontés. Et leur objectif, c'était de créer un troisième acte constant, de faire passer toute leur histoire par cette énergie frénétique. Si on parle maintenant du fond, ils ont fait des recherches très approfondies dans toute l'Espagne sur des travailleurs du sexe, des victimes d'exploitation sexuelle, et au final, pour eux, pour les créateurs, il a été important que toute la série reste dans une enveloppe de divertissement. Ça, c'est très intéressant et je les cite. Pourquoi ? Parce qu'une série télé banalise toujours la réalité dans une certaine mesure. Mais lorsque la réalité est très sensible, comme c'est le cas, le danger de la banaliser est d'autant plus grand. Cependant, le divertissement est un véhicule puissant pour raconter cette histoire. Nous avons tous entendu des personnes s'élever contre la prostitution, mais lorsque vous entendez l'autre côté, l'impact sur votre conscience est beaucoup plus perturbant. Lorsque vous entendez le proxénète parler positivement de son activité en toute impunité, c'est là que le public reçoit vraiment un choc. Donc on va pouvoir discuter ensemble de est-ce que cette ambition a été réalisée. Les créateurs résument leur œuvre en une phrase. Sky Rojo est un divertissement frénétique qui cache un cheval de Troie qui frappera le spectateur au moment où il s'amuse le plus.
Merci pour toutes ces infos, Florian. Emma, est-ce que tu peux nous résumer ce premier épisode Alors avec plaisir, déjà Florian l'a très bien résumé, mais en fait, en quête de liberté, on va découvrir 3 personnages, Coral, Wendy et Gina, qui prennent la fuite et tentent d'échapper à leur proxénète Roméo, qui possède le club Las Novias. Je l'ai bien prononcé, non? Oui. Merci. Parfait. Mon espagnol LV2. Les 3 femmes se lancent ensemble dans une course effrénée au cours de laquelle elles braveront 1000 dangers. Leur seul plan, rester en vie le plus longtemps possible. Voilà, donc c'est une série, effectivement c'est un peu surprenant je trouve de voir une série au format 25-30 minutes. Toi Elsa, tu t'attendais à ça, à ce format de série là pour cette... Alors, oui et non, oui, parce que ça s'adapte bien à la forme, comme l'a dit Florian, et en même temps, il y a beaucoup de séries en ce moment qui ont un format 25-30 minutes. On pense à WandaVision ou La Flamme récemment. J'ai l'impression que ça va peut-être être the new format to be. WandaVision On il revient, s'est converti Ouais. en 50 minutes au Oui. fur et à mesure de Bon. de la saison, mais effectivement il a Ouais. commencé en 25. Il y a aussi Emily in Paris, après c'est un sitcom qui a toujours eu à peu près ce format là. Emma, oui. Moi, je trouve ça tout à fait logique. Comme t'as dit, Florian, ça correspond au rythme recherché. Et Sky Rojo, ça a une- Sinon on dit Ski Rojo, hein, SR. Rojo. Facilement. enfin la série espagnole, Oui. ça a une volonté d'être tout le temps dans le mouvement. C'est tout le temps, ça court partout. Et pour ça, je pense que c'était nécessaire. J'ai beaucoup aimé quand tu as parlé de Tarantino parce que vraiment, c'est ce que j'ai retrouvé en termes d'inspiration, je trouve. Et surtout que Tarantino, c'est ce qui se passe. C'est le 3e acte. En général, c'est le plus fou. C'est là où tout explose. Et j'avais l'impression de voir tout le temps une fin de Tarantino. Et c'est ça que j'avais bien aimé. Florian, est-ce que c'est aussi réussi que Tarantino? Alors je voudrais juste dire par rapport à ce que disait Elsa, moi ça m'a surpris de voir 25 minutes, je m'y attendais pas, parce que quand je découvre une série pour le podcast, j'essaie de rien lire dessus, donc je sais pas où je vais, je sais pas où j'arrive, et effectivement ça m'a un peu surpris. Je trouvais ça bien, parce qu'au moins c'est dynamique, on n'a pas le temps de s'ennuyer quoique, et Ça commence. ça commence, et non, et je pense que c'est cyclique, c'est-à-dire que dans les années 90, il y avait beaucoup de sitcoms, Friends et les autres, qui étaient sur ce format-là, 22-26 minutes. On est passé dans les années 2000 avec tous les sorts de Grey's Anatomy, Desperate Housewives sur des épisodes plus longs, et peut-être qu'on est à l'aube d'un nouveau cycle, et c'est pas plus mal. Et pour répondre à ta question, est-ce que c'est bien réussi le rythme? C'est sûr que c'est rythmé, c'est Ou sûr que... Tarantino, moi je demandais pour le côté Tarantino. Tarantino, je pense Oui. que c'est avec comment dire, assez grossier les références à Tarantino. Ils essayent de marquer ça, ils essayent de s'élever à son niveau sans en avoir du tout le talent. Voilà, Non, mais ça balance t'as déjà. rien- Emma n'est pas d'accord Non, mais déjà. t'as réinterprété ce que j'ai dit. J'ai pas dit que c'était aussi bon que Tarantino. J'ai dit que retrouvait l'inspiration. Tarantino, Florian. La grande différence avec Tarantino, c'est qu'il va quelque part, que son histoire a un intérêt, qu'il la raconte, qu'il y a un début et une fin, même si c'est déstructuré. Alors que là, et c'est le plus gros reproche que je développerai pendant tout l'épisode, c'est que le scénario est inexistant, et au-delà de ça, il sert simplement à amener les gags ou les scènes choc de sang ou de cul, mais pas autre chose. On cherche pas à résoudre les situations, on cherche à amener vers des scènes importantes. Je vois Emma pleurer à côté. Je crois que t'as adoré la série, non? J'ai- C'est un coup de cœur. En fait, c'est un plaisir coupable de la regarder. C'est-à-dire que quand je la regarde, et j'ai regardé au-delà de l'épisode 1, parce que c'est un petit plaisir coupable. C'est un peu comme quand on regarde certaines téléréalités françaises ou étrangères, où on sait très bien qu'on n'est pas en train de regarder l'œuvre du siècle, mais il y a des petites trahisons, voilà, des choses qui font appel à nos bas instincts, qui nous permettent de regarder, et je trouve que c'est exactement pareil. On est vraiment dans le plaisir coupable, donc c'est... Voilà. Elsa. Moi, j'ai trouvé la série aussi très tape à l'œil, avec cette grosse mise en scène, un peu avec des gros sabots. Mais en même temps, je trouve que l'esthétique veut ça. C'est-à-dire que la prostitution, etc., ça fait qu'on veut vraiment mettre en avant ce côté-là et mettre en avant... Je pense que tu peux parler de prostitution sans faire un truc Oui. tape à l'œil comme tu Oui, disais. mais là, je pense que c'est pour marquer les esprits. Ouais, moi je dirais pas forcément. Et en fait, je trouve qu'il y a une espèce un peu de tape à l'œil, un peu une espèce de mise en scène agressive qui peut être un peu violente, et peut-être pour mettre en avant ce côté-là, justement. Moi j'ai un doute, Emma, oui. Je voulais juste te dire que je trouve ça très drôle d'entendre la voix douce d'Elsa parler de prostitution. Je lui ai dit que j'aimais les putes. Florian. Mais après, comme je l'ai rappelé dans les origines, c'est vraiment leur référence, leur matériel de base. Les pulps, c'était ces journaux vraiment sensationnalistes, donc qui vendaient du choc à pas cher, quoi. Donc de ce point de vue-là, si c'est vraiment leur base, ben c'est respecté. Est-ce qu'il y a une continuité entre Emma, toi t'as vu La Casa de Papel? Bien sûr. Il y a une continuité, il y a un lien entre les deux dans Aucun. l'univers. Non mais bien sûr que j'imagine c'est pas les personnages de La Casa de Papel, mais est-ce que on retrouve l'esprit des créateurs
Est-ce qu'il y a des motifs communs de narration, de mise en scène entre ces deux séries-là? Ouais, on va trouver pas mal de points communs, je trouve. Déjà, en termes de narration, dans La Casa de Papel, c'est Tokyo qui narre toute la série, donc le personnage un peu principal. Là, ça va être Coral qui va tout le temps guider, qui va tout le temps leader les épisodes par sa narration. Puis même, il y a les mêmes types de flashbacks. On a la même dynamique, l'effet waouh, je trouve. Dans La Casa de Papel, on a vraiment envie de regarder et faire waouh, je m'y attendais pas à ça. Et je pense qu'il y a la même recherche, mais c'est plus compliqué parce que l'histoire est un peu différente. Mais je trouve qu'on a la même dynamique et on sent la patte du réalisateur. Elsa, ouais. Alors l'effet waouh, moi, m'a paru un peu ridicule des fois. C'est-à-dire que ça fait trop, je veux vous montrer que vous vous y attendez pas, et du coup je mets un effet, et ça va être waouh. Et moi je me suis dit, mais il faut quand même tisser ces petits liens narratifs. Après je comprends qu'on veuille mettre un effet waouh dès le premier épisode pour vraiment entraîner l'attention du spectateur, mais j'ai trouvé que c'était peut-être un peu trop. Florian. Pour revenir sur ce que tu demandais sur le lien avec La Casa de Papel, il y a une interview de Alex Pigna qui dit nous avons vraiment essayé de nous éloigner de nos travaux précédents avec cette série. Nous voulons que chaque projet soit unique, ce que nous pensons avoir accompli. Nous voulions créer un monde draconien dans le désert avec Sky Rojo, comme quelque chose que Robert Rodriguez pourrait créer dans le monde latin, mais le nôtre est en Espagne, à Tenerife. Et ensuite, il explique qu'il suppose que leur prochain projet, ils chercheront à faire quelque chose de plus pur et de plus propre, justement pour encore se différencier. Donc ils essayent justement d'aller ailleurs. Si je peux trouver un point de similitude avec La Casa de Papel, c'est cette narration en voix off qui moi m'agace un peu en plus, omnisciente, qui me lasse beaucoup, Oui. qui en plus cette pas dichotomie mais cette différence entre ce qui est raconté, le ton de la voix off très léger et les actions, bon j'ai l'impression de l'avoir 1000 fois vu déjà dans La Casa de Papel et ça m'énervait déjà. Et ce que je trouve de commun, c'est aussi les invraisemblances. Je n'ai pas aimé La Casa de Papel pour ça, parce que il y avait des incohérences et des invraisemblances partout. Le fait que le professeur ait tout préparé sur 18 générations, ça m'a profondément ennuyé. Et là, c'est un peu la même chose. Les invraisemblances sont légion dans cette série, il y en a partout. Et c'est un peu l'effet qu'ont plusieurs séries Netflix d'ailleurs. On citait Lupin aussi qui est un peu dans cette veine-là, ce qu'on dit en fait du sensationnalisme, de dire vous l'aviez pas vu venir. Ouais, mais Lupin, ça assume ce que Lupin, c'est. Oh bah, je pense qu'il l'assume aussi. Je pense que La Casa de Papel maintenant ils assument clairement le Okay. fait de sortir tout de nulle part. Mais justement, c'est le fait de dire vous l'avez pas vu venir, mais on l'a pas vu venir parce qu'en fait ça sort de nulle part. C'est improbable. C'est juste pour faire sensation, pour montrer. Et c'est tape à l'œil quoi, Emma. Moi, je trouve que des moments, on s'en fout que ce soit invraisemblable ou pas, parce que c'est pas ce qu'on attend. Et moi, j'attends pas de La Casa de Papel que ce soit vraisemblable forcément, parce que déjà l'histoire est une fiction, et dans ces moments-là, moi, ce que j'ai aimé justement, cet effet où je m'attends jamais à... Enfin, je pense avoir atteint le bout et j'attends pas le bout. Et c'est pareil pour, par exemple, Sky Rojo. J'ai l'impression d'avoir atteint le bout et au final, il y a toujours un rebondissement. Et c'est ça que j'attends, vraisemblable ou pas, c'est personnel, mais je m'en fous. Florian. Emma a raison, si c'est pas ce qu'on attend, si ce qu'on attend c'est de voir du sang, du cul, des gags plus ou moins graveleux et plus ou moins faciles, on en a pour notre argent. Si on cherche à voir une histoire qui se tient avec des personnages qui réalisent leurs objectifs et qui essayent de dénouer leur situation, non, là ça marche pas. Mais je pense qu'en plus il y a une opposition qui est faite, qui est un peu facile, de dire que une série de divertissement, on peut faire du divertissement. Non, alors attends, je me perds dans ma pensée. La bêtise pour moi, c'est de penser que il faut forcément faire du sensationnalisme pour faire du divertissement. Et je pense que c'est faux, parce que je pense qu'on peut faire des choses qui sont très... on est diverti sans que ça vienne de nulle part, sans que ce soit improbable d'un coup, je sais pas, ils accèdent à un avion qui s'effondre, je sais pas, j'invente n'importe quoi, mais on peut être un peu fin et faire du divertissement. Mais Elsa, oui, Florian, une dernière chose. Non, pardon, juste pour aller dans le sens de ce que tu dis, il y avait à chaque fois dans Desperate Housewives des épisodes catastrophes, par saison, où justement on a l'attentat, dans une autre saison on a la tornade, dans encore une autre saison on a la prise d'otage, on a l'avion justement, et ça n'empêche pas Desperate Housewives d'être une série géniale et extrêmement bien écrite de bout en bout. C'est juste que voilà, c'est dosé et on y croit un peu plus. Déjà, je trouve que c'est un peu plus vraisemblable. Si je vous écoute, j'ai l'impression d'être la beauf du coin qui a aimé, le cul et qui aime l'argent, le beau. Viens me rejoindre, Emma. On en reparle dans un instant, Emma. Mais Elsa, je vais me tourner vers toi maintenant pour que tu nous éclaires un peu sur les coulisses de la production de Sky Rojo.
Et oui, parlons de la production de cette série pour le moins détonnante. La série a été produite par Netflix et par Vancouver Media, qui est aussi la société de production qui a donc produit La Casa de Papel. Normal, me direz-vous, puisque la société est tenue par Alex Pina, le fameux créateur de La Casa de Papel. Pour ce qui est du tournage, il a eu lieu à Madrid puis à Tenerife, qui est donc une île faisant partie des îles Canaries. De la team La Casa de Papel, on retrouve donc le créateur Alex Pina, la scénariste Esther Martinez Lobato, le réalisateur Javier Quintas, le directeur de la photographie, le directeur artistique ou même le compositeur. De quoi rassurer les fans de La Casa de Papel sur la qualité du produit qu'est Sky Rojo. En ce qui concerne l'écriture du scénario de la série, Esther Martinez Lobato, l'une des scénaristes, explique que celle-ci a été compliquée puisqu'une des volontés des scénaristes était d'inclure de la comédie au milieu de tout ce drame. Sauf que les scénaristes se sont vite rendus compte que de la difficulté d'écriture, et Esther Martinez Lobato explique notamment « Nous étions sûrs que la série devait avoir des éléments comiques, nous pensons que l'humour est une partie fondamentale de la vie et mettre un sourire sur des visages dans des moments de profonde tension et de drame est essentiel à la survie. Cependant, ce que nous trouvions drôle à l'oral ne marchait tout simplement pas dans le scénario. » Pour ce qui est du casting, celui-ci est composé de 3 femmes aux nationalités différentes. Veronica Sanchez, l'interprète de Coral, est espagnole, Lali Esposito, l'interprète de Wendy, est argentine, et enfin Yanni Prado, l'interprète de Gina, est cubaine. Ce mélange des nationalités était nécessaire afin de montrer que les femmes non espagnoles sont les plus touchées par le trafic sexuel en Espagne. De plus, les créateurs de la série souhaitaient toucher tous les hispanophones d'autour du monde. Alex Pina, le réalisateur de la série, souhaitait aussi avoir des comédiennes au potentiel comique fort tout en ayant un charisme important. Et c'est ce qu'ils ont trouvé avec ces 3 actrices. Parlons décor maintenant. Le lieu mythique de ce premier épisode n'est autre que la maison de prostitution qui s'intitule Le Club de las Novias. Bel accent. Celle-ci a été construite exprès pour la série. Le directeur artistique expliquant même qu'ils ont été jusqu'à construire un toit solide pour y tourner des scènes et mettre du goudron pour que la maison ait sa propre route. Tous les chemins ne mènent donc pas qu'à Rome, on va dire. Enfin, la saison 2 de la série a déjà été commandée, mais aucune date de sortie n'a été dévoilée. Bon, on attend ça avec impatience. Merci Ça Elsa dépend pour qui. ces informations. Alex Pina, tu le disais qu'il voulait... qui parle de drame avec de l'humour, c'est ça ouais. Est-ce que ce drame, c'est parce qu'il parle de prostitution? Ça vient de là ou il veut rajouter du drame dedans? Parce que pour l'instant, j'ai juste l'impression que c'est, en tout cas pour ces premiers épisodes, un mélange un peu entre les deux. Parce qu'effectivement, ce qu'elles vivent, c'est dramatique. Mais lui, il n'y a pas un ton dramatique à cette série-là vous l'avez senti? C'est quand même ce qu'il voulait intégrer. À la base, lui, il veut du drame et rajouter des petites touches comiques. Mais alors, effectivement, peut-être que ça a fait l'inverse ou je ne sais quoi. Oui, c'est ça. Y a-t-il du drame? Attends, on a l'impression qu'il écrit un drame en dehors, encore une fois, de parler de prostitution et de parler de conditions de travail, de tout ça, de conditions de la femme. Mais est-ce qu'il y a vraiment du drame dedans, Emma? Oui, je pense quand même que la situation en elle-même, si on arrive, à être dramatique. Non, mais ça, on est d'accord. Mais je veux dire, est-ce que en fait, lui, d'après ce qu'il dit, on ressent pas peut-être ce drame. On ressent pas l'urgence. D'après ce qu'il dit, c'est pas ça. Il y a pas que ça. Il veut aussi nouer. Mais toi, tu le ressens? Moi, je le ressens. Et ce que j'aime bien aimer justement dans toute cette partie-là, c'est que ça nous est déjà arrivé qu'on vive un truc dramatique et qu'on soit là à se mettre à éclater de rire tellement c'est impensable, et de se dire putain, qu'est-ce qui m'arrive? Et je trouve que ça se ressent bien dès le premier épisode, je trouve. Florian. Je suis d'accord avec Emma, mais c'est jamais arrivé qu'on se fasse poignarder 4 fois et qu'on attende 7 heures avant d'aller se faire opérer alors qu'on se vide de son sang. Mais le problème, c'est que... Et je t'adore, Emma. Mais c'est ça, le problème, c'est qu'il essaye de masquer des grosses errances de scénario par l'humour et par le gore et par l'action. Et je vais même dire, c'est même pas des errances de scénario, c'est que le scénario est là que pour amener ces gags et les scènes choquantes et pas l'inverse. Dans une œuvre qui serait bien écrite, je pense, ces scènes-là se trouveraient sur le chemin des héros qui vont jusqu'à la résolution de leur conflit. Là, c'est l'inverse. Le scénario n'est qu'un prétexte à amener ces scènes chocs. Donc si c'est simplement vouloir respecter son matériel de départ qui sont les pulps et montrer simplement des scènes de violence et gore et de sexe, très bien, c'est réussi. Sinon, ça ne l'est pas. Elsa. Mais le scénario, je sais pas vous, mais moi j'ai trouvé le début un peu compliqué dans le sens où il y a beaucoup de personnages et tout le monde n'est pas forcément identifié. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre qui était morte au début. C'est la question que j'avais posée justement. Effectivement, j'ai l'impression que... Et donc de ce côté-là, j'étais un peu perdue. Et effectivement, pareil, ces 3 héroïnes qui partent ensemble et en fait on se rend compte qu'elles sont super amies. C'est pas amené dès le début. Du coup, on a l'impression que c'est un peu un hasard qu'elles partent ensemble. Mais il y a les flashbacks et on se dit ah bah non, en fait elles sont amies. Ok, bon. On sent que c'est un peu rattrapé à chaque fois. Ouais, est-ce que ce premier épisode pose bien le décor? Parce qu'effectivement,
effectivement, j'ai eu aussi cette impression, on nous donne 14 000 informations en même temps, passé, présent, flashback, plein de lieux géographiques et donc, encore une fois, avec ce qu'on disait tout à l'heure, ce côté tape à l'œil, mais du coup, moi, je me perdais quasiment tellement ils veulent aller vite et montrer beaucoup de choses en très peu de temps, et aussi en très peu de temps, des retournements de situation en 2 secondes, quoi. Tout ça dans un premier épisode où on a vu les 4 premiers épisodes, en 4 épisodes, c'est beaucoup. Vous l'avez ressenti, ce trop-plein, ou ça vous a pas embêté, toi, Emma, par exemple Je qui... sais pas. Franchement, je réfléchis. Non, mais T'as rien retenu de... non, mais bah, j'y réfléchis en fait, et d'un côté, je suis d'accord sur le fait qu'il y a beaucoup d'informations d'un coup et que ça peut. Tu t'y perds un petit peu, mais d'un autre côté, je trouve que ça va avec le rythme souhaité, et donc ça m'a pas déstabilisé pour autant. Toi, tu t'es pas perdu dans les... Non, ça D'accord. allait. Après, non, mais c'est peut-être... c'est possible hein, que moi, je suis bête. non, mais en vrai, c'est too much pour moi, je pense. Mais effectivement, je comprends que les gens puissent l'avoir. Florian. Alors autant j'ai plein de critiques à faire sur la série, mais pas ça. Ça t'a non, pas... non, ça m'a pas... Non, mais j'étais ça m'a pas- fatigué, je pense. Ouais, hein. Ça m'a pas aussi. dérangé. En revanche, au début de chaque épisode, on aura un espèce de flashback qui est très perturbant parce que on se dit mais la fin de l'épisode, il venait de se passer ça, comment est-ce qu'on peut être là? Et on met un tout petit peu de temps à comprendre que c'est un flashback, et même il y a des relations qui sont à l'opposé de ce qu'on vient de voir entre les personnages, donc ça c'est un peu perturbant, mais à la limite je me dis pourquoi pas, c'est vraiment pas ça qui me dérange, mais peut-être pour aller dans le sens du trop plein, de trop d'informations. Le truc c'est que j'ai l'impression qu'aucune scène, aucune situation ne va au bout, et ça reste encore dans tout ce que je dis depuis le départ. Il n'y a rien qui va au bout parce qu'on s'en fiche, on se fiche de résoudre les choses, et je lui en veux un peu à Alex Pina parce que c'était la même chose sur la Casa des Papel. Il y a une scène qui est géniale, on commence à faire un peu de spoiler, mais il y a une scène qui est géniale, le moment où Gina veut venir régler ses dettes avec Roméo dans l'épisode 1, c'est vachement bien, le dialogue est bien au départ et tout, et après ça part complètement en cacahuète et les choses ne sont pas réglées. Dans l'épisode 2, vous verrez une scène au téléphone avec sa maman, encore avec ce personnage de Gina, qui est super, et ça en reste là, il n'y a plus rien qui se passe, on laisse le truc en l'air, et voilà. Alex Pina, Florian t'en veut. Si tu nous entends, si tu nous écoutes. Parce que j'y crois pas, je ne crois pas à ce qu'il fait. Mais on revient à cette idée-là de drame, encore une fois. Est-ce que ce côté dramatique peut marcher quand on n'y croit pas ? Quand c'est too much, quand il y a des retournements, des explosions. Et je pose vraiment la question, hein, c'est pas, je pose pas en me disant pour moi ça marche pas. Je vous la demande honnêtement, toi Emma qui défend plutôt la série, tu as l'impression que ça marche ? Non, effectivement, j'ai pas trouvé que ce soit une série dramatique. Genre, pour moi, c'est pas une série où je vais pleurer devant, où je vais être en mode putain. Je vais rigoler, je vais être en mode waouh. Enfin, il va y avoir du suspense plus que du drame pour moi. Et effectivement, si c'est du drame qui est recherché, ça ne marche pas. Elsa. Mais c'est pareil, cette violence psychologique qui est censée être montrée, je l'ai pas trop ressenti non plus, parce que tout passe dans le côté tape à l'œil, donc j'ai pas ressenti ça. Et il y a une scène où Gina ne veut pas se faire anesthésier. Quoi ? Si, c'est ça. J'ai cru que j'avais dit euthanasie. Enfin, bref. Non plus, je pense qu'elle a pas envie. Pas non plus. Là, on se dit ça va être d'une violence inouïe, puis en fait, il montre pas ce qui va se passer, donc elle se fait opérer. Mais c'est ça. Non, mais la violence, on l'a à d'autres endroits. Hein. Oui, mais elle a entièrement raison, Emma, parce que Elsa, pardon, putain, je vais pas y arriver. J'ai raison aussi, tu peux le dire. Là où je suis pas d'accord avec Emma quand elle dit qu'il y a du suspense, je trouve qu'il y en a même pas, en tout cas pour moi, parce que ces incohérences, ces invraisemblances me font sortir de l'histoire. Donc là, attention spoiler, hein, je vais dire des choses, si jamais vous voulez pas être spoilé, coupez reprenez dans 5 minutes un petit peu plus loin l'épisode. Je ne crois pas au fait qu'une femme qui est enceinte arrête un vétérinaire qui est sur le point de l'anesthésier alors qu'elle vient de se faire poignarder 5 fois, qu'elle se vide de son sang depuis 25 minutes pour lui dire avec un grand sourire « Ah ouais, mais je suis enceinte » et qu'ensuite il l'opère quand même, mais on sait pas comment. Ces invraisemblances-là, moi, sur mon canapé, me font sortir du truc. C'est juste pour donner l'info, mais effectivement, ça sert à rien. Attends, préparez-vous, parce que pour la partie d'après, juste après Emma, j'aurai un petit coup de gueule d'invraisemblance à ne pas piquer des hannetons. Non, juste dernière question en termes de mise en scène. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette mise en scène-là ? Alors, moi, personnellement, je trouve que la direction, pour parler d'abord de la direction artistique, j'ai trouvé le club très bien fait. Je trouve qu'il y a des couleurs, on est oppressé. Non, franchement, j'ai trouvé que c'était une belle esthétique. Et au niveau de la mise en scène, c'est pareil. On se promène avec cette caméra portée comme ça au milieu du club et ça nous fait un peu, ça nous donne mal à la tête, ça nous fait nous sentir pas bien. Et j'ai trouvé ça vraiment intelligent. Emma. Je suis d'accord avec Elsa. Et autre point fort, je trouve, c'est le montage et la musique. Et je trouve que les deux sont super bien travaillés. On passe d'une scène à une autre. C'est génial.
génial. Le rythme de tout l'épisode est super. Et avec la musique est super bien choisie. Pour ça, je trouve ça génial. Florian. Pour le coup, je suis d'accord avec Emma. Ouh. Non, mais la musique est bien choisie, c'est bien fait. Quand il y a des scènes qui partent vraiment d'action et que cette musique, en plus espagnole souvent qu'on Oui. connaît peu, ça marche vraiment très bien, c'est très cool, il n'y a pas de problème. Il y a quelques effets de mise en scène que moi je regrette. Par exemple, donc là on sort de l'épisode 1, dans l'épisode 2, si vous le regardez, vous verrez qu'à un moment donné, on montre un sexe, vraiment. Et c'est complètement inutile. Oui. C'est vraiment là, autant il y a des scènes qui sont plus ou moins bien filmées, plus ou moins bien mises en scène, qu'on peut aimer ou pas pour son côté un peu putassier et qui réveille en nous des bas instincts. Mais au moins, il y a un petit peu de travail. Là, cette scène-là, vous la verrez si vous regardez l'épisode 2, on voit un sexe, ça ne sert à rien. Ils veulent créer un effet comique en fait. Oui, mais c'est le même effet comique que ça aurait été exactement le même effet sans le voir. Oui. Peut-être même encore plus fort, parce qu'on laisse l'imagination de chacun imaginer ce qu'il veut. Ça ne sert à rien qu'à être putassier, donc ce point de vue-là de mise en scène, je l'ai pas aimé. Mais pour le coup, c'est drôle parce que ça, il y a la même chose dans Euphoria, la série de HBO qui est très bien. Et pour le coup, c'est réussi. Je trouve qu'il y a ce truc-là, ce même gag en fait vraiment. Sauf qu'il est réussi chez Euphoria et là, pas vraiment. Euphoria, c'est un chef-d'œuvre en même temps. C'est super bien. C'est pas la même chose. Elsa, tu nous parlais du club dans lequel il y a des prostituées. Et ça tombe bien puisqu'Emma, tu vas nous faire une petite partie. J'ai eu très peur. Un petit focus. Non, je Ça tombe bien parce qu'Emma, tu te prostitues. Non, je n'oserais pas. Elsa, Emma, tu vas nous parler de la façon dont les séries ont représenté la prostitution. Il est l'heure du focus d'Emma. Je ne sais pas si vous le saviez, mais la prostitution est le métier le plus vieux du monde. Elle apparaît à Rome. En effet, ceux qui possèdent des esclaves peuvent en user à leur guise. Et si dans certains pays, ce métier est devenu légal, comme en Allemagne, en Autriche, en Grèce, en Lettonie, aux Pays-Bas, mais aussi en Suisse, dans la majorité du monde, le tabou autour de ce métier reste bien présent, imposé par des mœurs patriarcales. Et justement, ces mœurs donnent une image bien précise de la prostitution. Les femmes sont alors soumises, malheureuses, prises au piège et dépossédées de toute autre option. Elles sont esclaves, un peu comme dans la Rome antique. Et si on changeait la donne ? Vous me demanderez comment changer cette donne ? Mais comment changer cette donne ? Je te remercie Florian. Eh bien si on mettait ce métier considéré comme immoral au service de nouveaux personnages féminins imposants des dominatrices. J'ai plusieurs séries à vous montrer en exemple pour appuyer ce point-là. Pour mettre un peu de contexte, on sait qu'en Espagne, la loi s'avère complexe quant à la prostitution. On punit de peine de prison le proxénétisme, on l'interdit sur la voie publique, mais en fait, on peut se prostituer. Si tu sais ton propre choix, tu as le droit, et c'est pour ça qu'il y a des maisons closes, et ces maisons closes sont particulières parce que en fait, on loue les chambres. Donc ça doit toujours venir de ton propre choix. Personne ne doit te forcer à te prostituer. Dans Sky Roro, on joue sur cette fine limite. Nous sommes dans une maison close, ou plutôt un club, mais il y a clairement du proxénétisme, donc on joue un peu sur la légalité. Le métier dans Sky Roro est abordé sous 3 aspects avec 3 rôles majeurs. En premier, on a le rôle principal qui est le rôle de Coral. Elle a choisi ce métier comme reconversion, elle postule en connaissance de cause. Ensuite, on a Gina qui, quant à elle, est un personnage beaucoup plus naïf, plus jeune aussi, qui se fait prendre au piège. Et enfin, on a Wendy, un autre personnage fort qui, elle, choisit la prostitution comme échappatoire et comme solution de repli. Par ces 3 aspects, la série montre 3 réalités sur la prostitution de 3 points de vue différents. Je vais vous prendre un autre exemple pour me démontrer la prostitution d'un point de vue assez fort et assez décisif. On a la série Women of the Night. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vue ici. Non. C'est une série des Pays-Bas. Elle se passe à Amsterdam et le personnage principal, Xandra, qui est quadragénaire, voit son quotidien complètement bousculé quand sa vieille amie Pam lui propose de diriger à ses côtés une agence d'escorte. Et en fait, on voit à travers la série qu'elle a déjà un passé dans ce métier-là. La série va donc narrer la double vie de cette femme 2, parce que son mari postule en plus en tant que maire de la ville, plongée dans un univers sombre de gangs, de corruption et de politique. Xandra devient une chef impassible et charismatique, et d'ailleurs ça nous fait beaucoup penser au personnage secondaire de Sky Rojo, Charlotte la maquerelle, qu'on va voir très peu, mais qui a un peu cet aspect. C'est en fait, Coral l'a décrit très bien en disant elle gagne de l'argent sans se prostituer. Et c'est un peu cet aspect-là. Mais sa soif de réussite et son adaptabilité nous fera beaucoup penser aussi à Coral, le personnage principal. Xandra, dans cette série, ne renoncera pas à son statut de femme puissante. En ce sens, je trouve que la série montre une singulière émancipation et aborde le sujet au-delà d'un prisme uniquement masculin et tout simplement à travers des yeux féminins. On pourra aussi prendre un autre exemple de série, The Deus
pareil, je sais pas si quelqu'un... Deuce, The Deuce, non ouais. Deuce, merci. Deus, c'est Deus Dieu en ex latin. machina. The Deuce, vous l'avez vu Oui, et vous avez aimé? c'est très bien. J'ai Avec vu James les 2 Franco, premiers c'est ça épisodes, ouais. Ouais, exactement. Et en fait, dans cette série, en 3 saisons, elle a réussi à saisir le milieu de la prostitution dans un drame original et intelligent. Toi qui as aimé, Florian, tu trouves que c'est réussi ou pas? Je trouve que c'est beaucoup plus réussi que Sky Rojo. Ouais. C'est en partie grâce à la patte de David Simon, le créateur de The Wire, qui est une série top aussi, mais aussi à la diversité des personnages féminins, dont Maggie Gyllenhaal dans le rôle de Candy. Le show offre différents points de vue sur le milieu de la prostitution, comme dans Sky Rojo. Le personnage ont tous leurs parcours différents et leurs motivations pour rester nuit après nuit, car soit elles sont dépendantes du Mac, qui les offre aux clients, ou alors au contraire elles sont indépendantes, comme le personnage de Candy, qui, donc, comme je l'ai dit avant, a un rapport spécial avec son job. Sa vie lui permet alors d'avoir une réalité et de réaliser des films porno du point de vue féminin et donc d'un point de vue unique. De cette manière, son personnage travaille au sein même d'une misogynie intériorisée, l'industrie du porno, la prostitution, tout en réussissant à s'épanouir. La prostitution reste quand même un outil du patriarcat et du machisme sociétal. Je fais ce que je veux et je te fais ce que je veux sans aucune limite. Voilà le message même des hommes grâce à la prostitution. Sans cette domination, en fait, le patriarcat n'est plus. Et Alex Pina, le showrunner, aime le personnage féminin et c'est pour ça que d'ailleurs dans sa série La Casa de Papel, Nairobi, et je trouve que c'est le meilleur moyen de finir cette partie, criera « El patriarca mis cojones ». Ah bah voilà, merci beaucoup Emma pour toutes ces précisions. Est-ce que vous trouvez justement que cette série-là traite intelligemment de prostitution, Elsa? Alors ça montre la dureté, par exemple quand on voit Gina qui est un peu retenue avec son passeport, je trouve que c'est bien, ça montre la dure réalité de ce métier. Après, est-ce qu'il y a de la nuance? Je sais pas, c'est peut-être... En fait ce côté drame manque de ça, et du coup j'ai du mal à m'identifier au personnage. Emma? Moi, ce que je voulais dire, là où c'est intelligent dans la série Sky Rojo, c'est qu'on n'a pas seulement le point de vue des prostituées. On va avoir le point de vue du proxénète, de ces hommes de main, de tout personnage possible qui peut faire partie de cet engrenage et de cette entreprise, si je peux dire, parce que c'est un peu ça. Et là, je trouve que c'est intelligent parce que, comme tu disais, Florian, ça nous permet de choquer plus, en fait, les téléspectateurs. Moi, je trouve pas qu'ils aient réussi à amener les points de vue des gens, justement. On utilise les personnages pour amener des gags, pour amener des bastons, des coups de poing dans la tronche, du sang, des coups de lampe dans un magasin Ikea dans la tronche, mais à part ça, je trouve pas qu'on ait le point de vue. Je trouve ça très manichéen. Les méchants sont très méchants, les gentils sont très gentils, ils ont aucun défaut. Si, pardon, ils ont des défauts, mais je veux dire, c'est des gens qui sont vertueux, et les méchants, Roméo et ses hommes de main, c'est des méchants méchants, et voilà. Donc je trouve pas qu'on arrive à faire passer un point de vue, et en ce sens-là, je trouve que c'est pas forcément... ça dépend ce qu'on cherche, en fait. Quand on demande est-ce que c'est traité intelligemment, ça dépend ce qu'on cherche. Si avec ça on veut quelque chose de léger, de divertissant, et qui va, parce que c'est un sujet très très dur, pouvoir nous alléger un petit peu la situation et rendre ça un petit peu comique, ça peut être réussi. Si on veut une série qui traite de ce phénomène-là et qui se veut intense, pour moi non, ça marche pas. La mise en scène, est-ce que vous trouvez pas qu'elle dessert un peu le propos? Moi j'ai l'impression que la mise en scène participe beaucoup à la sexualisation des actrices. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal de faire ça, Emma? Quand on aborde un sujet comme la prostitution, ne pas sexualiser, c'est compliqué quand même, parce que c'est le centre même du sujet. Non, mais quand elles sont en fuite, ce sont entre guillemets plus des prostituées. Quand elles sont dans le club, pourquoi pas, mais quand elles sont en fuite, c'est juste des femmes en fuite, des femmes en fuite qui sont pourtant, alors c'est là aussi un peu mon coup de gueule, c'est que quand je dis ça, c'est parce que elles sont en fuite, il y en a une qui se fait opérer, elles ont tué des gens, elles courent partout, elles se font opérer, elles se battent contre des gens. Il y a aucun spoil, mais épisode 4, la chevelure est parfaite, c'est-à-dire que vraiment le maquillage sur le visage c'est parfait, les cheveux ils sont bien bouclés, bien lissés, tout est parfait, et je me dis mais voilà, est-ce que c'est justement, si on veut parler de ça, si on veut défendre l'image de la femme, c'est pas l'image de la femme cheveux parfaitement bouclés, maquillage au point, c'est aussi l'image de la femme qui a les cheveux qui sont elle a pas eu le temps de prendre une douche, qui est complètement, je sais pas, qui a du sang, qui peut avoir, bon ça elle a pu se l'enlever, mais qui est un peu plus dépareillé que ce qu'on voit là, l'image parfaite. Je sens qu'on va arriver à l'épisode 8 ou je sais pas combien d'épisodes déjà, je pense qu'on va arriver à la fin, elle va être toujours aussi pimpante, Emma. Alors
je suis pas d'accord avec toi parce que dans l'épisode 2, quand elles arrivent dans le Ikea, tu vois, il y a un gros plan sur la tête de Gina qui, avec son maquillage complètement coulé, t'as les larmes, tu vois les traces de larmes, tu vois ses vêtements qui sont tachés de sang. Donc ça, il y a des scènes où elles sont pas parfaites comme tu le dis. Oui, une fois, mais à chaque. C'est-à-dire qu'il y a 2 minutes où du coup elles sont pas parfaites, elles se refont parfaites, peut-être. Même elles peuvent pas. Dans Ikea, comment elles peuvent. Apparemment ça marche. Écoute, Oui, apparemment bah les ouais, plaques c'est ça, marchent, les douches marchent. Mais moi, à chaque épisode, on va les retrouver parfaites, tout ça. C'est pas un peu embêtant ça quand on prétend vouloir pas faire avancer les choses, mais en tout cas défendre un peu ça. Mais c'est un défaut du scénario dans la construction des personnages. C'est-à-dire que quand on construit un personnage, on les représente psychologiquement, extérieurement. Et là, du coup, on les montre pas dans la fatigue de leur course. Donc, du coup, effectivement, moi, je trouve qu'il y a un problème dans la représentation de ces femmes-là. Pas que le scénario, parce qu'en soi, on n'est pas obligé d'écrire, elles sont très fatiguées. Et en soi, on voit, mais tu peux montrer les traits fatiguées. du visage. Effectivement, si tu dis qu'elles sont toutes pimpantes oui, après... donc c'est la mise en scène, oui. tout le temps, oui, Florian. Pour aller dans ce sens-là, en fait, il y a des petites invraisemblances. Je vois de quoi tu veux parler. Après, il y a même des plans beauty un peu au ralenti où elles arrivent du haut de la colline, où elles sont magnifiques. Voilà, ça pour moi, c'est des petites incohérences au même titre que Jack Bauer à l'époque dans 24 avait tout le temps de la batterie sur son téléphone. Pour moi, c'est pas le souci de l'incohérence, c'est le paradoxe de dire on va faire une série féministe, tout ça qui va montrer des femmes fortes, qui montrent des femmes fortes qui ont toujours le chignon parfaitement, les cheveux parfaitement lissés, parfaitement bouclés, ou je sais pas, toujours pimpante quoi. C'est pas je m'en fous limite qu'il y a 20 000 incohérences dans Sky Rojo, donc on n'est plus à une près. C'est vraiment que je trouve que c'est en paradoxe avec ce que ça veut raconter, Emma. Mais enfin, Aurélien, la femme est toujours parfaite, toujours bien maquillée, elle est toujours épilée. Tu t'attendais à quoi? Elles gardent toujours leurs talons, elles marchent dans le cours, elles ont leurs talons. C'est ce que j'allais dire. Arrêtez un moment. Est-ce que vous vous souvenez de la sortie de Jurassic World, c'est donc le dernier Jurassic, où la meuf, à un moment, l'actrice principale court en talons et elle est toujours parfaite, et ça avait eu énormément de critiques autour de ça parce que à quel moment tu peux courir après un dinosaure en talons? Mais Jurassic World, il prétendait pas être une série quasiment qui allait montrer des femmes fortes, il voulait montrer des dinosaures forts. C'est pas la même chose. Non mais voilà, moi ça m'a vraiment embêté, je trouve que c'est... Non mais tu fais bien de le dire, c'est vrai. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Alex Pina, il y a Florian et Aurélien qui sont pas contents. Qu'est-ce qui vous a le plus plu au contraire, disons, dans le traitement de la prostitution? Parce qu'on a vu des défauts, mais il y a aussi des qualités à cette série-là, Elsa. Moi j'ai bien aimé la sororité entre les personnages, ces 3 personnages principaux, mais vu que ce sont des femmes principales. Et moi j'ai bien aimé le côté entraide, le côté on se soutient dans la difficulté, et ça je pense qu'on peut retrouver ça dans la prostitution quand on est dans le mal en fait. Donc voilà. Emma, ouais. Enfin, on voit aussi qu'à un moment il y a chacun pour sa gueule. Hein. Oui, mais t'as vu la situation aussi. mais ouais, il y a quand même une image un peu, je trouve, enjolivée des relations féminines. Hein. Des relations féminines, ça peut être super belle, comme au contraire, ça peut être chacun pour sa gueule. Emma, toi, je sais que tu nous avais fait sur le jeu de la dame, tu nous avais parlé de la drogue. On retrouve un peu un personnage, le personnage principal en fait, qui se drogue aussi. Ça t'a embêté ou pas? Non. Ici, non, je trouve que... Je comprends que c'est logique. Ça. Ouais, justement, ça casse un peu cette image de femme parfaite et qui a ses démons. Et j'ai trouvé que c'était bien joué et que ça montre le côté addictif au point qu'elle va prendre chez un vétérinaire les premiers médocs qu'elle trouve en fait. Après, non, quand je dis. Non, je trouve que la série ne montre pas des femmes parfaites. Moi, je dis parfaites physiquement, esthétiquement. Après, on voit qu'elles ont toutes des défauts, qu'elles ont toutes leurs démons, elles sont humaines. Mais moi, je parlais vraiment plutôt de physiquement. Florian, toi, est-ce que tu as vu des. Non, mais encore une fois, pour réagir là-dessus, le côté addict de Coral, je trouve qu'on le voit pas avant longtemps et que c'est pas vraiment exploité dans les premiers épisodes, donc ça me gêne parce qu'encore une fois ça caractérise mal les personnages. Moi, ce que je trouve du plus réussi, tu demandais ce qui nous a plu dans le traitement de la prostitution. Moi, c'est pas tellement ça. Il y a certaines scènes qui sont très intéressantes, celle où elle vient régler ses comptes, Gina vient régler ses comptes, la scène où elle appelle sa maman dans l'épisode 2, la scène où les hommes de main essayent de savoir qui était au courant au sein du club. Il y a des choses qui sont très bien mais qui ne sont pas amenées au bout. Emma. Ouais, j'ai trouvé l'incohérence qui m'a gênée dans cette série, c'est justement, attention, bon spoiler, je sais pas, à un moment, Coral fait une overdose et elle sait parfaitement indiquer ce qu'elle doit prendre à ses potes ou le placer alors qu'elle est clairement en train de faire une crise d'épilepsie, mais elle est là en train de dire ouais, vise ma veine, etc. Ça, j'ai trouvé ça un peu...
Bon, ça fait très Pulp Fiction pour le coup. Bah ouais, mais voilà, enfin, j'ai pas trouvé ça réaliste. Florian, une dernière chose. Ouais, mais tout comme Roméo se fait éclater le crâne, Ouais. perd 18 litres de sang, Ouais. et je spoil pas trop. Et d'ailleurs, juste pour faire une toute petite parenthèse, pour revenir sur ce qu'on disait la semaine dernière sur Love Victor, peut-être on va vous apprendre un truc, l'acteur qui joue Roméo est homosexuel. Et pourtant, il joue un proxénète macho de la dernière espèce, et ça ne choque personne. Et ça n'a Ouais. même pas fait de débat de quoi que ce soit. Non. Peut-être qu'en Espagne, on n'a pas le même genre Ouais, peut-être. de rapport avec ça. Ouais. Mais en tout cas, voilà, ça n'a pas été un problème, ça n'a même pas été un sujet. Là où on a parlé de ça la semaine dernière sur Love Victor avec l'interprète du héros. Et ça, c'est beau. Et avant le cliffhanger dans lequel je vous demandais justement si vous conseillez ou non Sky Rojo à tous nos auditeurs, il est l'heure des recos de Flo. Alors si vous avez aimé Sky Rojo comme moi, évidemment, il y a d'autres œuvres qui vont vous plaire. On vous invite bien sûr à regarder toutes les autres œuvres d'Alex Pina, à commencer par La Casa des Papel, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une série qui s'appelle Vis-à-vis, qui est une sorte de Orange is the New Black version espagnole, version Alex Pina. Donc voilà, vous avez pas mal de choses à regarder de lui. Évidemment aussi Penny Dreadful, dont j'ai parlé au début. Et ensuite des séries qui vont plus traiter du sujet de la sexualité, de la prostitution. On a par exemple Pigalle la nuit. Alors bizarrement, celles que je vais citer ont toutes été diffusées plutôt sur Canal. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose ou pas, mais c'est la chaîne, voilà. Donc Pigalle la nuit, série française, qui était l'histoire d'un homme qui découvre que sa sœur, qu'il n'a pas vue depuis 2 ans, est la star d'un club de striptease de Pigalle. Très, très bonne série avec Jalil Lesper en 2 saisons. Vous avez aussi Hard. Après la mort de son mari, une femme découvre que celui-ci ne dirigeait pas une entreprise d'informatique, mais une société de prod de films porno. Vous avez aussi côté Canal Maison Close, dans laquelle on retrouve Valérie Carcenti, qu'on connaît bien pour Scène de ménage, mais qui est très 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 bien dans cette série-là et dans un registre complètement différent. Maison Close, on est fin 1871, dans une maison close de luxe. 3 femmes tentent d'échapper à la servitude imposée par des hommes. On a aussi évidemment The Deuce, dont parlait tout à l'heure Emma, sur les débuts de l'industrie du porno. Et je vous recommande aussi une série qui s'appelle Les Filles de Joie. Ça se passe en 1763 à Londres, entre 2 maisons closes tenues par des femmes que tout oppose, mais qui ont un point commun, évidemment leur activité de maquerelle. Et si vous voulez plutôt vous diriger du côté du cinéma, on a parlé évidemment des films de Quentin Tarantino ou de Robert Rodriguez, qui là vont vraiment vous élever par rapport à Sky Rojo. C'est marrant, il y a un film aussi qui s'appelle Filles de joie qui est sorti l'année dernière avec Sarah Forestier et Noémie Lewinsky, et qui parle aussi donc de prostitution que vous pouvez voir. Mais maintenant, il est l'heure de passer aux choses sérieuses, il est l'heure du cliffhanger. Faut-il, oui ou non, regarder Sky Rojo, Elsa Morel? Alors moi, je vais vendre mon âme au diable. Parce que ce premier épisode a quand même attisé ma curiosité, je pense que oui. Et après, j'ai vu l'épisode 2 et là... Bah attends, voit pas, Elsa. Elsa fait un signe d'épaule On la voit à la pas. radio. Non, C'est mais- très radiophonique. As-tu compris le principe du podcast? Mais oui. Non, donc non pour Non, allez, non, ok. Donc oui pour l'épisode 1, oui, non voilà. à partir de l'épisode 2, Voilà. très bien. Emma, Bon, je vais je vais être la seule qui va dire oui, je pense. Moi, je suis complètement fan, j'adhère. Je trouve que les personnages sont attachants, l'histoire est captivante. Franchement, j'ai adoré. Ça m'a laissé sur ma faim quand j'ai terminé les 4 premiers épisodes. Et franchement, j'aime beaucoup. Je trouve, comme je disais, le montage génial. Il y a une dynamique super. Ok, il y a des invraisemblances, mais personnellement, c'est pas ce que j'attendais de cette série, et dès le premier épisode j'ai su où ça allait me mener, et c'est pour ça que j'ai pu l'apprécier, je pense, à sa juste valeur, parce que je voulais du divertissement, j'ai adoré, et voilà, c'est tout. bon alors c'est un grand oui pour Emma. Florian? C'est putassier au sens premier du terme. Les actions ne vont pas au bout parce qu'on s'en fiche que l'histoire avance. On veut juste nous donner du sang, du cul, du rire à pas cher. Tout ce qu'on veut, c'est permettre qu'une scène choc se passe. Donc si vous avez envie d'avoir ce petit plaisir coupable, vous avez totalement le droit, moi ça m'arrive tout le temps, de regarder un divertissement à la place d'une télé-réalité qui va vous amener exactement les mêmes sentiments. Vous avez le droit. Moi j'ai pas envie de regarder ça, c'est un peu repoussoir pour moi. Le sujet ne m'intéresse
m'intéresse pas. Pour le regarder, il faudrait que ce soit un chef-d'œuvre. Et là, c'est pas le cas. Donc un nom un peu pareil pour Florian, et moi aussi je rejoins ce nom parce que je trouve que c'est une série qui est vraiment, c'est pas très agréable, un nombre de retournements de situation à 14 à la seconde, c'est un peu grossier dans le sens, non pas avec des gros mots, mais juste grossier en mise en scène, grossier en histoire, tout est un peu grossier dedans, et en plus leur chignon est toujours impec. Ça t'a choqué ça. Ça m'énerve beaucoup. Aurélien Ça, en est tant que jaloux. représentant Schwarzkopf, Toi Ça, aussi, ça me- toi ça m'énerve. aussi, ton chignon est parfait. Ici on avait tous vu, c'est ça, les 4 premiers épisodes qu'on avait pu voir. Elsa, toi t'as vu juste les J'ai 2 arrêté premiers, à tu nous as l'épisode dit. 2. hein. Et les 4 premiers, la suite, donc toi Emma, pareil, t'es partant toujours même avec la suite, Florian aussi. Oui, moi je avec, les ai regardés parce que voilà, il y a ce Ouais. petit truc plaisir coupable. Alors on est tenu, on regarde ça, on regarde une télé-réalité, on sait pas trop, on a déjà un peu tout vu. Les épisodes sont courts et rythmés, donc ça peut fonctionner, mais moi je me sentais vraiment pas très fier de Ouais. continuer de regarder. Non, moi-même, j'étais pas pris. Moi, franchement, je regardais un peu pour vraiment le podcast, mais j'ai eu du mal à suivre. Mais bon, voilà, vous avez un peu nos avis sur Skyroho, des avis divisés quand même. Hein. Il y aura peut-être une team Emma qui va soutenir Allez, à fond la série, et ce serait normal. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire sur les réseaux sociaux avec le épisode 1 podcast. Mais avant que ça se termine, restez avec nous car on va vous mettre au défi dans un blind test série. Vous pouvez jouer chez vous tout seul ou entre amis, vous mettre un peu au challenge avec des séries. Je vous propose justement le jingle quand même de Allez. cette dernière partie. I accept that challenge. Challenge accepted. L'enjeu de ce blind test, c'est donc de choisir une prochaine série qu'on traitera dans un prochain épisode d'épisode 1. Aujourd'hui, il y a un thème, c'est des bandes annonces, de séries que vous connaissez tous. Je vous mets les bandes annonces en VF, toujours pour compliquer un peu la chose. Des séries, vous me dites G dès que vous pensez avoir la bonne réponse. Si c'est la bonne réponse, vous avez un point. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? c'est bon. Oui. Ah bah c'est parti, on y va directement alors. Tu touches à un cheveu de mon fils. Emma. Lupin. Saison 2, là c'est la bande-annonce de la saison 2, de la partie 2 de la saison 1 de Lupin, Bien effectivement. Bien joué, un point pour Emma. Bon, on continue directement. Ce qui est à l'intérieur de mon crâne me sert de disque dur et je ne veux y enregistrer que des choses utiles. Emma. Sherlock. Sherlock, dis donc, très peu, quelques secondes suffisent à Emma. C'est la musique parce qu'on entend le thème derrière de Sherlock qui peut aider, mais c'est ça l'avantage des bandes annonces, un mélange de répliques et de musique. On continue. Celui-là est peut-être plus dur. Nous vivons dans un monde où nous sommes tous complètement centrés sur nous-mêmes. Il est facile de perdre de vue le sens des réalités. T'as dit que t'ignorais combien de temps il restait. Qu'est-ce que t'entends par là? Il est important que vous compreniez que ce test implique une petite procédure médicale. Pour un jeu vidéo. Vas-y. Black Mirror. Dis donc, 3 pour l'instant sans faute pour Emma. Est-ce qu'elle va réussir jusqu'au Et Matt bout? se croit dans un clip de rap. Black Mirror, exactement, c'était la bande-annonce de la saison 3 précisément. On continue avec l'avant-dernier déjà. Votre attention, s'il vous plaît. Nous traversons actuellement une zone de turbulence. Nous vous demandons... Elsa. Lost. Bah voilà, Elsa quand même pique un point à Emma avec Lost, l'avion avant qu'il s'écrase, exactement. Et ben c'est parti, on est déjà au dernier. C'est quoi le problème avec les médecins? Il y a un patient J'ai C'est Elsa, je crois, avant Florian. Hippocrate. Exactement. Il y a la saison 2 qui va sortir bientôt, qu'on traitera peut-être dans le podcast. Mais dans tous les cas, c'est une victoire d'Emma avec 3 points. 3 pour Emma, 2 pour Elsa, 0 pour Florian. Moi, j'étais en pas train ton de jeu faire autre aujourd'hui. chose. C'est pour ça. Voilà, bon bah Elsa, t'auras la main libre une C'est prochaine Emma, fois. du coup. Emma, bien exactement. C'est pas la Ben Berson. Pas trop, T'auras les du mains coup. libres pour choisir une prochaine série qu'on traitera dans un futur épisode. Et voilà, bah épisode 1, c'est terminé pour aujourd'hui. Oh non. On se retrouve exceptionnellement dès dimanche prochain pour une nouvelle série. On peut Ah vous le oui. dire, ce sera Falcon et le Soldat de l'hiver, la série Disney+, qui est sortie le même jour que Skyroho. Du coup, on a fait l'une puis l'autre. Et voilà, on vous dira tout sur le. Vous connaîtrez tous les coulisses, tous les secrets, et s'il faut regarder ou non Falcon et le Soldat de l'hiver. Merci à tous nos serial killers du jour. Merci à Pierre-Emmanuel et Guillaume de Sunday Night Productions. N'hésitez pas à partager au maximum épisode 1 afin de nous donner de la force. Et vous pouvez nous suivre sur notre compte Instagram épisode 1 podcast. Il y a plein de contenus exclusifs créés notamment par Enza Morel. Merci d'avoir écouté cet épisode, ce podcast. On se retrouve très vite avec une nouvelle série, un nouvel épisode 1 et de nouvelles infos.